Je ne sais pas si le pétrole aujourd'hui et la capacité d'exporter ce pétrole et d'en tirer des revenus est vraiment leur premier souci. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est semer le désordre, le chaos et des crises de confiance, des crises économiques, des crises énergétiques à travers le monde pour pouvoir pressuriser l'administration Trump dans le sens d'un arrêt prochain de la guerre pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, je pense que leur premier objectif, c'est de survivre. Ouais. Et survivre sera considéré comme une victoire. Nous allons à présent parler d'un autre aspect de ce conflit, et plus particulièrement de l'aspect économique, avec notre invité Steve Oana. Steve, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes économiste et professeur chargé de cours à l'université Rahman à Herzliya, et nous allons parler donc de l'aspect économique, plus particulièrement de l'aspect économique au niveau international et mondial, avec, on le sait, l'Iran qui est une puissance pétrolière dans l'économie. On a vu qu'elle avait arrêté toute circulation dans le détroit d'Ormuz. Et ça pose bien entendu des questions par rapport au prix du pétrole, un prix du pétrole qui, vous allez sans doute me le confirmer, a flambé ces derniers jours. Oui, Olivier. Le prix du pétrole, il est monté au-dessus de $80. Alors, la situation est tendue, mais tout va dépendre de sa durée. Donc, si on a un conflit de haute intensité pendant encore quelques jours ou quelques semaines, la situation est gérable sur le plan énergétique au niveau mondial. Mais si le conflit devait s'étendre sur plus longtemps, plus de temps, c'est-à-dire plusieurs mois, à ce moment-là, on pourrait avoir un très gros problème d'approvisionnement et voire des pénuries s'installer. Pourquoi? Parce que, en fait, 20% de tout le pétrole consommé mondialement transite par le détroit d'Ormuz. Et depuis dimanche, le transit, le flux à travers ce détroit est quasiment arrêté. Non pas parce que l'Iran physiquement le bloque, elle n'en est pas capable, mais parce que le risque lié à ce passage du détroit d'Ormuz empêche les armateurs, les traders, etc., de faire circuler le pétrole. Donc c'est eux et aussi les sociétés d'assurance comme la Lloyd's ne fournissent plus l'assurance pour franchir ce détroit. Donc on a un flux qui s'est arrêté et c'est ce flux qui représente 25% du commerce mondial et 20% du pétrole consommé chaque jour qui est à l'arrêt, avec des répercussions très importantes pour le marché entier. Alors, c'est des répercussions qui vont avoir aussi lieu non seulement sur le monde entier, et plus particulièrement sur l'Iran. Alors, de quelle manière l'Iran va pouvoir surmonter aussi cette étape économique qui va être très difficile pour elle? Eh bien, écoutez, l'Iran, j'ai l'impression, s'engage dans une stratégie qu'on pourrait appeler de kamikaze, parce qu'effectivement, c'est une sorte d'harakiri qu'ils font. En bloquant le détroit d'Ormuz, eux-mêmes ne peuvent plus exporter leur propre pétrole. Et il y a très peu de routes alternatives par lesquelles ils pourraient exporter leur propre pétrole. Mais j'ai envie de dire que c'est peut-être même pas le premier de leurs soucis en ce moment. Vu tous les défis disons physiques, ils doivent subir des tonnes de bombes toute la journée de la part des deux plus grandes aviations mondiales. Je ne sais pas si le pétrole aujourd'hui et la capacité d'exporter ce pétrole et d'en tirer des revenus est vraiment leur premier souci. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est semer le désordre, le chaos et des crises de confiance, des crises économiques, des crises énergétiques à travers le monde pour pouvoir pressuriser l'administration Trump dans le sens d'un arrêt prochain de la guerre pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, je pense que leur premier objectif, c'est de survivre. Ouais. Et survivre sera considéré comme une victoire. Et est-ce que, quelque part aussi, l'Iran n'a pas grand-chose à perdre au niveau de son économie, puisqu'on sait qu'il y a une inflation galopante, que l'économie est catastrophique à l'intérieur même du pays. Donc, vraisemblablement, peut-être que l'Iran n'a pas grand-chose à perdre non plus de ce côté-là. Exactement. Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est de mener cette stratégie kamikaze pour pouvoir infliger des dégâts économiques les plus importants à l'ensemble de leurs voisins et du monde et viser l'arrêt de la guerre prochain.
Alors, ce que je voudrais qu'on évoque aussi avec vous, c'est un peu les autres aspects économiques de cette guerre au niveau mondial et plus particulièrement aussi l'implication de la Chine dans, même si ce n'est pas une implication militaire, ce qui existe en tout cas des implications, des répercussions économiques par rapport à la Chine. Alors déjà, la première chose, c'est de bien comprendre à quel point la Chine est importante pour ce régime iranien. Sans l'Iran, en fait, sans la Chine, pardon, ce régime n'aurait pas pu n'aurait pas pu avoir l'importance qu'il a aujourd'hui. Toutes les technologies dont il dispose, des technologies par exemple de propulsion de missiles, de guidage de missiles, viennent de la Chine. Toutes les technologies de surveillance de sa propre population viennent de la Chine. Et on voit à quel point ces technologies de surveillance par lesquelles ils ont pu arrêter Internet ou cibler des opposants politiques, etc., elles ont été importantes au moment de la répression des dernières révoltes en janvier. Donc, et aussi, la Chine est le seul acheteur, enfin 90% du pétrole iranien est aujourd'hui acheté par la Chine. Donc, la Chine est aujourd'hui la seule puissance qui veut bien acheter le pétrole iranien qui est soumis, comme on le sait, à des sanctions très dures. Donc, finalement, la survie de ce régime n'est due qu'à la Chine depuis maintenant 10-15 ans. Ça, c'est le premier point. En retour, l'Iran apporte à la Chine énormément de choses. Premièrement, un pétrole qui vaut beaucoup moins cher que le marché, puisque c'est un pétrole soumis à des sanctions. Ça fait que la Chine, 15% de son pétrole, c'est le pétrole iranien dans l'approvisionnement chinois, 15% de son pétrole, elle l'achète à $10 en dessous du marché. C'est énorme comme avantage. Deuxièmement, au niveau géopolitique, l'Iran et la Chine sont alignés parce qu'ils ont un ennemi commun. La Chine ne fait pas mystère de ses intentions. À l'horizon 2049, puisque c'est le centenaire de la révolution maoïste, la révolution chinoise, elle veut être la première puissance mondiale et dominer les États-Unis. Or, quel est le moyen d'y arriver? C'est de s'allier à des puissances comme le Venezuela, mais surtout l'Iran, qui portent l'idéologie la plus anti-occidentale de toute la planète. Et qui est capable d'alimenter des foyers de contestation dans les universités américaines, de fomenter des actes terroristes, d'entretenir de la tension permanente dans la région, de maintenir des militaires américains, une flotte américaine sur place. Et donc, tous ces militaires et cette flotte ne sont pas pendant ce temps-là dans le Pacifique pour surveiller Taïwan et contester la suprématie chinoise dans le Pacifique. Donc, on voit bien tout ce que la Chine retire. Maintenant, ce conflit avec l'Iran est clairement voulu par les États-Unis et non pas seulement contre l'Iran. Évidemment, l'Iran est une nuisance forte pour les États-Unis, mais aussi contre la Chine. Parce que la première qui souffre aujourd'hui du blocage du détroit d'Ormuz, c'est la Chine, puisque 80% du pétrole qui sort du détroit d'Ormuz va vers l'Asie, et en particulier vers la Chine. La Chine va immédiatement perdre cet accès à un pétrole bon marché qu'elle avait avec l'Iran. La Chine va immédiatement perdre, si le régime tombe, la Chine va immédiatement perdre cette force de nuisance extraordinaire qu'elle avait contre le pouvoir et l'influence américaine dans le monde. Donc, on voit bien que là, et évidemment, Trump évite de dire trop ouvertement que ce conflit vise la Chine, parce qu'il veut éviter une escalade avec la Chine, qui est, comme on sait, la deuxième puissance nucléaire, la deuxième flotte mondiale, la deuxième armée mondiale, et donc il veut bouger les pions progressivement pour enserrer la Chine après le Venezuela. Le Venezuela était déjà une attaque directe contre elle, mais pas provoquer une escalade frontale avec la deuxième puissance mondiale. Alors justement, vous avez parlé des États-Unis, on a vu et on voit l'implication très importante au niveau militaire des États-Unis avec beaucoup des porte-avions qui se sont déplacés, bien sûr tout ce qui concerne l'effort militaire. Je suppose aussi, et j'en suis sûr même, que cela a un coût. De quelle manière cela va avoir une influence sur l'économie américaine? Alors, une grosse partie des armes qui sont utilisées par les États-Unis sont produites
par des entreprises de défense américaines. Donc le coût se récupère si vous voulez. Donc c'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est la guerre d'usure qui est en train d'être menée par l'Iran et qui vise les pays du Golfe notamment. C'est un peu, vous savez, le talon d'Achille de cette coalition. Ce sont les pays du Golfe et très particulièrement Dubaï. Pourquoi Dubaï? Parce que c'est une économie très financiarisée. Dubaï n'a pas d'énormes réserves pétrolières. C'est Abu Dhabi, à côté de Dubaï, qui a ses réserves. Et Dubaï repose énormément sur deux choses, l'immobilier et la banque. L'immobilier, la banque, c'est des choses très instables, très fragiles, qui reposent énormément sur la confiance. Quand vous recevez 1000 drones et missiles sur la tête en quelques jours, c'est ce qui s'est passé sur Dubaï depuis quelques jours, eh bien, la confiance est touchée immédiatement. Et donc, les activités immobilières, la finance, les marchés, Dubaï a perdu 10% hier et aujourd'hui sur les marchés, après avoir interrompu la cotation, ce qui est un signe très important de la part de Dubaï, de à quel point le gouvernement est inquiet. Donc 10% de perte des marchés, l'immobilier visé, la banque visée. C'est un centre financier, une place financière très très importante avec des fonds, des sociétés d'investissement. Et donc la guerre économique menée par l'Iran est faite de manière intelligente, focalisée sur un point névralgique et un point sensible aujourd'hui de la coalition. Combien de temps Dubaï peut tenir avant que, par exemple, une crise financière arrive, que des flux de capitaux très importants sortent de Dubaï? On sait déjà qu'il y a plein de passagers, de touristes et même d'expatriés qui sont en train de prendre des avions en précipitation pour quitter Dubaï. Donc voilà un peu le type de guerre qui est menée aujourd'hui, et c'est très important de savoir comment vont répondre. Alors il y a plusieurs réponses, une réponse tout à fait opérationnelle, tactique avec les drones. Est-ce qu'on a le moyen d'arrêter ces drones? C'est très très important parce que c'est aujourd'hui eux qui infligent le maximum d'impact. Et une deuxième réponse, c'est est-ce qu'on a les moyens de soutenir la confiance, de faire comprendre que le conflit ne va pas durer des semaines, mais peut-être quelques jours encore avant que le régime iranien s'effondre. Voilà plein de questions. Voilà, mais plein de questions qui sont bien sûr des questions au-delà de l'aspect militaire et de l'aspect aussi géopolitique, des questions aussi économiques. En tout cas, on a fait un tour de ces questions, mais bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on aura l'occasion de se retrouver sur Studio Kelita. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Steve Ohana, je rappelle que vous êtes économiste et professeur chargé de cours à l'université Rahman à Herzliya. Merci, à très bientôt Steve Ohana. Merci beaucoup. Merci.